Bonjour à toutes et à tous, je suis David Voluère, fondateur et dirigeant de la société Culture, Santé et Sécurité. Cela fait maintenant plus de 3 années que je vous partage sur ma chaîne YouTube Culture, Santé, Sécurité des vidéos pour vous permettre d'influencer votre état d'esprit, de développer votre leadership et de transformer la culture santé et sécurité de votre organisation pour qu'elle génère 0 accident et 0 maladie au travail le plus durablement possible. J'ai décidé d'aller plus loin et de vous proposer, de vous partager les interviews que je vais réaliser avec des experts. Des personnes qui, par leur expérience, leur expertise, vont vous, je l'espère, vous inspirer et vous motiver à continuer à influencer les états d'esprit dans votre organisation, développer votre leadership et vous aider dans la transformation de la culture santé et sécurité de votre organisation. Pour ma première interview Culture, Santé, Sécurité, je suis heureux d'accueillir mon premier invité, Stéphane Gols. Stéphane a 55 ans, marié, 2 enfants et il exerce dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail depuis plus de 25 ans. Au-delà de son expérience très riche dans différents secteurs d'activité à risque, Stéphane est passionné de la culture santé et sécurité. Dans cette interview, il va vous partager comment développer un bon relationnel, comment influencer et être un caméléon pour s'adapter à tous les niveaux hiérarchiques d'une organisation. Il va aussi vous décortiquer les facteurs clés de succès d'une transformation réussie et les leçons qu'il a tirées d'une transformation non réussie. Même si la sécurité est un sujet universel, parfois les directeurs des entreprises n'ont pas compris tous les enjeux de la santé et de la sécurité et comment en faire un levier de performance pour le business. Il va aussi vous partager avec beaucoup de cœur et de passion des outils et des conseils à très haute valeur ajoutée, notamment comment transformer des réfractaires en supporters, les qualités essentielles pour devenir un leader santé et sécurité qu'il nomme les 3 E, et en quoi ne pas avoir peur de se tromper est une disposition de l'état d'esprit importante. Stéphane est une personne avec des qualités humaines très fortes et il va vous partager aussi humblement comment lui-même a pris conscience d'un risque important le concernant. Stéphane est une personne qui se forme et se développe continuellement et fait preuve d'une persévérance et d'une résilience exceptionnelles pour créer des environnements de travail sans accident. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Stéphane Gols. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis vraiment très heureux d'accueillir mon premier invité, Stéphane Gols, pour les interviews Culture, Santé, Sécurité. Alors Stéphane, tu me fais l'immense honneur d'être la première personne qui va inspirer la communauté Culture, Santé, Sécurité. On se connaît depuis très longtemps, mais est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience ? Qui es-tu et quel est ton parcours académique ? Alors merci David pour cette introduction. Donc qui je suis en quelques mots. Donc Stéphane Gols, j'ai 55 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis un passionné de sport, je suis aussi un globe-trotteur, j'ai pas mal voyagé. Et ça fait à peu près 25 ans que je travaille dans le domaine de la santé et sécurité au travail. D'accord. Et quelle étude, quel parcours académique t'a amené à faire ce métier ? Alors, de formation, je suis chimiste de formation en ingénierie moléculaire. J'ai commencé en fait dans ce domaine-là. Et puis rapidement en fait, j'ai acquis une spécialisation en santé et sécurité au travail. Donc j'ai une formation du NIBOSH en fait, qui est une formation anglo-saxonne en fait pour la qualification en santé et sécurité. Et j'ai fait aussi différentes formations dans le leadership et culture sécurité, notamment celle du CEDEP et l'INSEAD, que j'ai fait 2 fois d'ailleurs, dans 2 sociétés différentes. Voilà. D'accord, super. Alors, quel est un petit peu ton parcours professionnel et qu'est-ce qui t'a orienté sur le sujet de la santé et de la sécurité au travail ? Alors, le parcours professionnel est assez simple. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs grandes entreprises, dans différents secteurs. Donc, j'ai travaillé dans l'emballage, j'ai travaillé dans les arômes et les parfums, dans le luxe, j'ai fait un peu de consulting et là, le dernier rôle que j'ai, c'est dans l'agrochimie. Pourquoi est-ce que j'ai ce parcours professionnel? Pourquoi je me suis orienté sur la santé et sécurité? J'ai commencé d'ailleurs en commençant dans ma carrière professionnelle plutôt par la qualité, que j'ai fait quelques années. Et puis ensuite, j'ai bifurqué sur la santé et sécurité parce que c'est un sujet universel et c'est quelque chose qui m'intéressait énormément
de protéger en priorité d'abord les gens, après de protéger notre business aussi avec la qualité, mais d'abord de protéger en fait les personnes. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'est-ce que tu aimes dans ton métier, dans ce métier-là? Et d'ailleurs, peut-être que tu peux préciser aujourd'hui quel est ton poste, quel est ton rôle dans la société, cette dernière société-là où tu travailles. Alors, donc aujourd'hui, en fait, au moment où on se parle, donc je suis en fait le directeur en fait Europe pour la partie santé, sécurité, qualité, excellence opérationnelle dans un groupe d'agrochimie. Alors, ce qui me plaît en fait dans ce travail-là, c'est que quand on travaille en santé sécurité, on voit directement le changement, il est impactant et visible. Ça, c'est un point important. On mesure très facilement en fait les progrès. Alors, on peut mesurer aussi les non-progrès, mais on va être positif, on mesure les progrès très rapidement. La santé sécurité au travail, c'est un sujet universel. Ça parle à tout le monde, c'est simple d'expliquer. Donc ça, c'est très bien. C'est beaucoup aussi un travail relationnel. Alors évidemment, il y a de la technique, il y a un peu de technique quand même, donc des outils, mais il y a surtout un travail très relationnel puisqu'en fait on travaille par influence en fait sur les personnes pour les tourner vers le bon comportement sécurité. Et puis surtout, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on intervient à tous les niveaux de l'organisation et on a des interlocuteurs qui sont multiples, diverses, en interne, en externe. Tout ça fait que vraiment c'est un métier qui me passionne. D'accord. Donc il faut aimer la relation, aimer l'influence et aimer travailler avec tous les niveaux hiérarchiques. C'est ça un petit peu résumé. Exactement. Il faut être un peu un caméléon pour s'adapter aussi à tous les niveaux hiérarchiques puisqu'on ne travaille pas de la même manière dans différents niveaux hiérarchiques. Donc c'est aussi cette partie-là qui est intéressante. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur justement le relationnel? Quelle qualité particulière il faudrait développer pour avoir ce relationnel avec les personnes? Alors, je dirais que pour le relationnel, on en parlera peut-être un petit peu plus tard aussi, le relationnel, il y a trois, pour moi, qualités indispensables sur la partie relationnelle. La première partie, sur la partie relationnelle, c'est avoir de l'empathie. D'accord ? C'est une exigence et c'est une qualité essentielle, en fait, dans notre travail. Donc, il faut pouvoir se mettre à la place des autres personnes pour ressentir ce qu'ils ressentent et comprendre un petit peu leurs frustrations, leurs succès, les points de blocage. Ça, c'est le point important. Le deuxième point, je dirais, sur la partie relationnelle, quand on commence à toucher cette partie-là, c'est aussi l'exemplarité. Dans la santé-sécurité, c'est clé. On commence à créer de la confiance avec les personnes, et si on n'a pas d'exemplarité dans notre métier, mieux vaut faire autre chose, parce que il faut être exemplaire pour pouvoir convaincre et pouvoir influencer les gens sur les bonnes pratiques et sur le bon comportement en sécurité. Je dirais que c'est les deux éléments. Le troisième, c'est l'engagement, parce que en termes de relationnel, c'est extrêmement important. Le relationnel se fait pas qu'une seule fois, ça se fait de façon régulière. Donc quand je dis de l'engagement, c'est l'engagement, la santé-sécurité, c'est un travail sans fin. Ça s'arrête jamais. Donc il faut un engagement de tous les instants, tout le temps. Et c'est ça qui permet aussi de construire une bonne relation avec les différents interlocuteurs dans l'entreprise. D'accord. Donc si je résume, pour développer un bon relationnel, il y a trois choses. L'empathie, être capable de ressentir ce que les autres ressentent. L'exemplarité, parce que si on n'est pas exemplaire, les gens ont tendance à nous copier, et donc on va pas être crédible. Et puis l'engagement de tous les instants, parce que ça n'a jamais de fin. C'est pas quelque chose qui est acquis une fois et pour tout le temps. C'est ça ? Exactement. Super, excellent Stéphane. Et pour la partie influence, alors quels sont à ton avis les aspects primordiaux pour être capable de développer ou d'influencer les personnes? Alors, influencer les personnes, c'est... je reviens sur l'exemplarité, parce que en fait, de façon induite, si vous êtes exemplaire, vous influencez de façon, on va dire, presque induite les personnes en fait qui vous voient et qui vont reproduire en fait les bonnes pratiques. Donc l'exemplarité est un élément clé en fait de façon d'influencer. Après, il y a aussi effectivement avoir, je dirais, des compétences pédagogiques. Il faut être pédagogue. Ça c'est important. Il y a plusieurs façons de faire passer les messages, surtout quand on fait de l'influence. On peut être très directif,
où on peut être d'un autre côté un peu trop laxiste. Il faut doser le juste milieu. Donc la partie pédagogie et faire passer les messages d'une façon simple. Et ça, je dirais que c'est le plus important, parce qu'on a toujours tendance à utiliser un jargon un peu technique dans d'autres métiers. Il faut utiliser des mots simples pour pouvoir influencer les gens, pour qu'ils comprennent effectivement de façon simple où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est et quel est l'objectif. Donc pour moi, ça c'est la façon d'influencer. Et le dernier point, effectivement, quand on parle d'influence, à la différence de la responsabilité hiérarchique, on n'a pas de responsabilité hiérarchique, on fait que influencer les gens. Donc à la fin, c'est leur propre choix. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir rester proche des gens, proche en fait de son public avec qui on travaille, pour pouvoir en fait les accompagner et aussi leur faire prendre conscience, effectivement. Prendre conscience eux-mêmes, ça c'est important, parce qu'on a toujours tendance à être un peu professeur et leur dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il faut qu'on arrive à les influencer dans le sens où ils prennent conscience eux-mêmes des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques ou des bons comportements, des mauvais comportements de sécurité. Ok, super Stéphane. Donc si je résume, pour influencer, pour développer cette capacité d'influence, il faut être exemplaire, parce que les gens nous copient. Il faut avoir de la pédagogie, avoir des messages simples, et puis rester proche, connecté aux personnes pour les accompagner et surtout leur faire prendre conscience, parce que c'est elles, à un moment donné, qui sont exposées au danger et qui vont devoir prendre les bonnes décisions. Exact. Super. Il y avait un autre élément qui faisait que tu aimais ce métier, c'était que tu travaillais avec tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation. Alors comment on est ce caméléon qui peut s'adapter à toutes les couches, toutes les différentes strates, de l'opérateur jusqu'au CIO? Comment toi tu procèdes? Quels sont tes secrets? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de recette magique. Il y a un peu d'expérience quand même. Je dirais que un des points importants, alors en général pour tous les responsables HSE, alors que ce soit du niveau responsable HSE, technicien ou directeur et plus, on est tous passés par la case responsable HSE, homme de terrain. D'accord. Donc je dirais que pour travailler à tous les niveaux, il faut comprendre en fait comment travailler à tous les niveaux hiérarchiques et notamment au niveau du terrain. Donc le fait d'être un caméléon permet aussi, grâce à son expérience et grâce à sa connaissance, de pouvoir adapter son discours par rapport au public qu'on a en face et aussi par rapport à son historique. Si on n'a pas été responsable HSE sur une usine de production, c'est compliqué de pouvoir en fait influencer, là je reviens sur le mot influencer, les gens ou ses interlocuteurs parce qu'on n'a pas cette expérience et pas cette connaissance. Donc il faut pouvoir capitaliser sur l'expérience qu'on a eue, sur les connaissances qu'on a pu avoir en fait dans le passé, et notamment, si je prends un poste plutôt terrain, d'avoir cette appétence pour le terrain. Ça c'est le premier point. Donc il faut bien connaître le terrain, d'accord ? Après, plus on monte dans l'organisation, plus il faut avoir un côté, alors c'est dans toutes les organisations c'est un peu comme ça, un côté politique, d'accord. L'aspect technique disparaît un petit peu au profit de la partie politique, et il faut avoir une compréhension des enjeux en fait au sein de l'entreprise, les enjeux en termes de business, mais des enjeux aussi au niveau des personnes, c'est-à-dire comment elles vont se positionner. Et ça, c'est vrai que pour acquérir ce genre de compétences, il faut avoir eu aussi un peu d'expérience dans des postes plutôt de direction, d'accord, et comprendre un petit peu comment la politique fonctionne dans une entreprise. Plus on monte, plus l'entreprise devient, on va dire, moins technique et plus politique. Donc c'est ça le jeu du caméléon, on est technique avec un certain niveau d'interlocuteur du public, et on est plus, on va dire, politique, plus au monde dans l'organisation, pour comprendre en fait les influences et quels sont les intérêts en fait du business et comment influencer en fait les décideurs. C'est deux choses vraiment différentes, mais il y a beaucoup en fait, on va dire, d'historique, on va dire, de formation. Et alors je reviens aussi sur la partie formation, ça c'est un point important. Il y a une partie, on va dire, connaissance, donc expérience, mais aussi une partie formation. On peut se former à ce genre de choses, hein. Et il y a des formations qui sont très bien, qui permettent en fait de développer son leadership santé-sécurité. Ok, super. Donc pour pouvoir s'adapter à tous les niveaux, hein, donc pour pouvoir devenir ce caméléon, la première chose que tu nous as dit, c'est d'être capable d'avoir une appétence pour le terrain.
et donc avec un aspect technique, s'adapter au discours des personnes que l'on rencontre sur le terrain. Et ensuite, il va falloir développer, quand on va monter dans la hiérarchie, son côté politique, donc d'être capable de comprendre les enjeux du business et aussi les enjeux des différentes personnes. C'est ça? Exact, tout à fait. Ok. Merci beaucoup pour ce partage-là. Déjà, Stéphane, je trouve que c'est déjà très riche. Pour aller plus loin, est-ce que tu pourrais nous partager à nos auditeurs une expérience de transformation de culture santé sécurité que tu as réussi? Alors, en partant de la situation initiale, un petit peu, de nous la décrire brièvement, les différentes étapes clés de la transformation, les défis éventuels que tu as dû relever, et puis les conditions de succès, les enseignements que tu as tirés de cette expérience réussie. Alors oui, je peux partager avec vous une expérience en fait dans une entreprise sur effectivement une expérience réussie. Donc c'était une entreprise en fait où on avait, et notamment un site, alors je vais prendre plutôt un site, ça sera beaucoup plus clair, où on avait en moyenne un accident à carré par mois. D'accord? Mais c'était une entreprise qui avait aussi une forte culture familiale. D'accord? Donc culture d'entreprise familiale. Donc le défi, effectivement, c'était de garder cette culture de bienveillance, culture familiale, mais d'augmenter le niveau d'exigence et de performance. Donc c'est un enjeu, c'est assez parfois antagoniste de dire on garde la bienveillance, mais on veut monter le niveau d'exigence et le niveau de performance du site. Donc les étapes clés, c'était de définir les cibles, ensuite de pouvoir en fait sensibiliser les employés à la santé-sécurité tout en gardant le niveau de bienveillance, de renforcer l'importance de la santé-sécurité, d'accord, à tous les niveaux. Alors là, on revient de nouveau sur ce que je disais tout à l'heure, en fait, travailler avec tous les niveaux de l'organisation, bien expliquer la valeur ajoutée de l'importance de la santé-sécurité à tous les niveaux de l'organisation, et surtout de pouvoir monter progressivement, en fait, le niveau d'exigence et le niveau de performance du site. Pour bien comprendre que si le business est bon, ou si la santé-sécurité est bonne, en général, le business est bon. Voilà. D'accord. Si le business n'est pas bon, la santé-sécurité en général en souffre. Donc les conditions de succès et les enseignements de cet exemple-là, c'est assez simple. D'abord, c'est la patience. Il faut prendre son temps. C'est important de ne pas aller trop vite, de bien comprendre, surtout quand on rentre dans une entreprise, la culture de l'entreprise, comment elle fonctionne, et surtout quand vous avez soit une culture familiale, par exemple, ou vous avez plutôt une culture qui est plutôt business. C'est deux choses différentes. Donc il faut prendre son temps pour bien comprendre comment ça fonctionne, quels sont les tenants, les aboutissants, et quels sont les décideurs, en fait. Ensuite, il faut aussi s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est important. Il faut s'entourer des bonnes personnes, que ce soit interne ou externe, il faut s'entourer des bonnes personnes. Dans tout projet, vous avez des personnes qui vont supporter le projet, et puis d'autres qui vont être un peu plus, on va dire, bloquants. Donc il faut s'entourer des bonnes personnes pour lancer une démarche plutôt positive, d'accord? La santé-sécurité, souvent, peut être vue aussi comme quelque chose d'assez négatif, parce qu'on parle d'accidents, de blessures, etc., etc. Il faut tourner ça dans un côté plutôt positif, et donc s'entourer des bonnes personnes. Faut accepter les échecs aussi, parce que voilà, on n'a pas non plus la baguette magique. On essaye quelque chose, et puis parfois ça marche pas. Donc on recommence. Faut avoir donc de la résilience aussi, ça c'est important, beaucoup de résilience. Donc on essaye, ça marche pas, on essaye une deuxième fois, ça marche un peu moins bien, et puis on essaye une troisième fois, et tout d'un coup ça marche. D'accord? Donc il faut commencer et recommencer et refaire. Donc c'est une histoire sans fin, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il faut aussi avoir beaucoup de résilience. Voilà. Parce qu'on peut vite être démotivé aussi, parce que effectivement ça se passe pas aussi simplement que ça. Donc voilà un peu, si je dois décrire cette expérience-là, les points, les conditions de succès, les étapes clés, et puis les défis à relever. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Alors Stéphane, je voudrais revenir sur les enseignements, donc la patience, s'entourer des bonnes personnes, accepter les échecs et puis être résilient, donc faire moi ce que j'appelle essai, erreur, ajustement et persévérance. Hein. C'est cette boucle, la répéter plusieurs fois parce qu'on a tendance effectivement à abandonner rapidement. Mais je voudrais revenir sur un point. Tu m'as dit s'entourer des bonnes personnes. Tu m'as dit il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont être favorables et il y a les personnes qui vont être bloquantes. Alors, comment tu fais pour t'entourer des bonnes personnes? Comment toi tu procèdes pour avoir un maximum de gens qui vont être favorables à la démarche que tu vas lancer? Alors,
il n'y a pas de recette miracle non plus, mais il faut, et c'est basé un peu sur l'expérience, on identifie assez rapidement les gens qui ont compris les enjeux santé-sécurité au travail dans une entreprise, d'accord? Et qui voient tout de suite, alors, chaque être humain a ses propres caractéristiques, mais en général, quand il voit quelque chose qui va l'aider, d'accord, qui va lui permettre de se développer positivement, qui va lui apporter en fait du bien-être ou en fait certains avantages, la personne va être plutôt en fait partie prenante du projet. La santé-sécurité, effectivement, ça peut être vu comme un aspect plutôt négatif des accidents, mais ça peut être un aspect positif de développement de carrière, de développement de compétences, d'accord, puisqu'on monte en compétences, et surtout de prendre soin, en fait, de soi-même d'abord, et puis aussi de ses collaborateurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à identifier ces personnes-là au début pour leur dire, ils ont un intérêt à ce que la santé-sécurité ou que la performance santé-sécurité soit bonne, parce que ça leur simplifie leur travail, d'accord? Et on identifie ça tout de suite. On identifie les gens qui sont dans cette phase-là. Les gens qui sont un peu plus bloquants sont souvent des gens parfois qui n'ont pas bien compris les enjeux de la culture sécurité et qui voient ça plutôt sous un prisme de contrainte. Donc l'idée, effectivement, on le voit tout de suite, c'est de lever ces barrières de contrainte pour pouvoir en fait transformer ces gens-là plutôt en supporters, d'accord, que en hooligans, si on prend ce terme-là. Et justement leur faire comprendre que ils ont pas mal d'avantages et la santé-sécurité, ce ne sont pas que des barrières ou que des contraintes ou que des procédures. D'accord ? D'accord. Donc, voilà, je m'arrête là. Alors oui, alors non, on va essayer d'aller un petit peu approfondir parce que comment justement tu lèves les barrières pour passer d'une contrainte à les faire devenir supporters. Concrètement, est-ce que tu aurais un exemple de switch, parce que dans toutes les organisations, on rencontre des personnes qui sont très résistantes, qui peuvent même parfois dans certaines organisations même être particulièrement toxiques, et puis en plus si c'est des leaders, elles vont ça va être des jeux de leadership à l'intérieur de l'organisation. Donc comment est-ce que tu aurais un exemple, si possible, à partager à notre audience pour justement transformer ces personnes, passer de la contrainte à supporter? Alors je peux avoir. Alors, il y a plusieurs exemples. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors, il y a des exemples qui sont assez basiques que j'utilise peu, mais que certaines sociétés utilisent. Par exemple, c'est des incentives. C'est-à-dire que la performance santé-sécurité, elle est liée à un bonus, etc., etc. Certaines entreprises utilisent ça pour pouvoir, en fait, on va dire, faire adhérer les gens à la santé-sécurité. Pour certaines personnes, ça peut marcher. D'accord ? Et ça peut être un levier positif. Personnellement, c'est pas ce que je préfère. Mais ça peut être un levier, et c'est un levier qu'on peut utiliser effectivement pour transformer des personnes en supporters. La partie incentive, donc la partie pécuniaire, on va dire ça comme ça, pour faire court. Ensuite, l'autre aspect pour changer les gens, pour faire changer les gens et devenir en fait des supporters, c'est leur faire comprendre d'une façon assez simple que finalement prendre soin de soi-même et des autres personnes est un acte, on va dire, de bienveillance. D'accord ? Et parfois, pour certaines personnes, effectivement, ils ne le voyaient pas sous cet angle-là. Ils le voyaient sous l'angle des contraintes, mais ils se rendaient compte que finalement, ça donnait un but ou une mission, on va dire, à leur activité, à leur job. D'accord ? Ce qui n'était pas le cas avant. Souvent, et d'ailleurs, on le voit d'ailleurs sur les jeunes générations, ils essaient de trouver en fait plutôt des métiers où ça donne du sens à leur métier. Et ça permet aussi de changer le caractère, justement, je suis contre, je suis pour, donner du sens, en fait, à la santé-sécurité, à la personne. Et j'ai eu ce cas de figure, effectivement, où des personnes se sont rendues compte que, finalement, donner du sens à mon métier, à travers la santé-sécurité, ça me permet de mieux travailler, de me sentir mieux au travail. Et finalement, quand je rentre le soir, je me dis, j'ai fait quelque chose de positif. Parce que parfois, on a des travaux qui sont parfois rébarbatifs, on fait la même chose toute la journée, etc. Et on se dit, c'est quoi le sens de ça ? Et la santé-sécurité, ça peut être un bon levier. Et alors après, il faut trouver l'exemple pour dire, tu vois, ce que tu es en train de faire, ça donne du sens à ton métier. Donc, le fait de travailler sur la santé-sécurité, tu t'es occupé de personnes et tu as fait quelque chose de positif aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est un deuxième exemple que je pourrais donner, qui est différent, complètement différent du premier que j'ai donné, mais ça permet effectivement de pouvoir en fait travailler sur cet aspect-là pour pouvoir transformer des gens qui sont plutôt récalcitrants en, on va dire, des supporters de la santé et sécurité au travail.
Ok, merci beaucoup pour ce partage, Stéphane. Alors, maintenant que tu nous as partagé une réussite, je voudrais aborder avec toi une expérience de transformation de culture santé-sécurité dans les différentes organisations où tu as travaillé qui n'a pas réussi. Alors pareil, repartir un petit peu de la situation initiale, les étapes clés, les défis que tu as dû relever, et puis selon toi, quels ont été les facteurs de non-réussite et les apprentissages que tu en as tirés et que tu pourrais partager à notre audience? Ok. Alors, évidemment, ce qui n'a pas marché dans une autre entreprise, donc je vais vous décrire un petit peu la situation. Une autre société dans laquelle la santé et sécurité au travail n'était pas une valeur clé, c'était pas dans l'ADN de la société, d'accord? C'était un business complètement différent. Et le défi à relever, c'était de faire comprendre que la santé et sécurité, c'est un facteur de succès de l'entreprise et que c'est un aspect positif pour l'image de l'entreprise. Ça, c'était le défi de cette société-là, qui travaille dans un secteur qui était vraiment éloigné de ce que moi j'avais l'habitude de travailler. Mais il fallait effectivement qu'on puisse, en fait, ou développer la partie santé et sécurité dans l'ADN de la société. Les étapes clés, c'était d'expliquer simplement ce que c'est que la santé et sécurité au travail, d'accord, d'engager les interlocuteurs et d'identifier les interlocuteurs qui étaient engagés dans la santé et sécurité au travail, et surtout faire vivre le système de santé et sécurité par les interlocuteurs eux-mêmes, d'accord, leur faire comprendre que ça faisait partie de leur travail de tous les jours et que cette dimension-là est une dimension importante. C'est ce que j'ai essayé de mettre en place en identifiant l'organisation, en essayant effectivement d'engager les interlocuteurs à tous les niveaux et de faire vivre le système par les interlocuteurs eux-mêmes. Malheureusement, ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. La direction n'a pas compris vraiment les enjeux de la santé et sécurité au travail. Ça, c'était le premier point qui était problématique. Et pourquoi ils n'ont pas compris? Parce qu'ils voyaient la santé et sécurité au travail, c'était pas pris comme une valeur, mais plutôt comme une contrainte réglementaire uniquement. D'accord? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que la direction n'a pas compris les enjeux, parce qu'elle a pris ça comme un élément de blocage. Il n'y a pas eu vraiment de valorisation du travail et des interlocuteurs de la santé et sécurité au travail dans l'entreprise. Donc forcément, quand vous n'êtes pas valorisé sur ce métier-là, finalement, à la fin, on parlait de sens tout à l'heure, on se dit, si la direction n'est pas intéressée par ça, pourquoi est-ce que je ferai un effort là-dedans, et pourquoi est-ce que je ferai ça? D'accord? Donc ça, c'est un point, en fait, et c'est le facteur de non-réussite, en fait, clairement, en fait, de ce projet-là. Malgré une entreprise qui avait des moyens financiers importants, d'accord, qui était une grosse entreprise, ils n'ont pas compris, en fait, les enjeux liés à la santé et sécurité au travail, et surtout le fait que, et on en parle aujourd'hui, on en parlait moins il y a quelques années, la santé et sécurité au travail, c'est fortement lié au bien-être au travail. D'accord? C'est quelque chose de nouveau, on n'en parlait pas il y a quelques années, maintenant on en parle de plus en plus. Parce qu'on sait pertinemment que le bien-être au travail fait que, effectivement, les gens sont plus performants, sont plus engagés, d'accord, et ça développe de façon naturelle la performance de l'entreprise. Voilà cette expérience-là, mais on apprend toujours plein de choses, hein, donc voilà, c'est... Alors, si c'était à refaire, comment tu t'y prendrais pour faire prendre conscience à la direction des enjeux de la santé et de la sécurité et du lien que ça peut avoir justement entre santé et sécurité et bien-être égale performance et engagement? Comment tu t'y reprendrais? Alors, si je devais m'y reprendre, en fait, je changerais un petit peu mon fusil d'épaule, parce que qu'est-ce que j'ai appris? Cette entreprise ce qui est important pour cette entreprise-là, je parle, c'est plutôt l'image. D'accord? C'est une entreprise publique, d'accord? Donc qui est reconnue, et sur lequel l'image est extrêmement importante de ces marques. D'accord? Donc je partirais plutôt sur le fait que la santé-sécurité peut avoir un impact extrêmement négatif sur l'image de la société. D'accord? Parce qu'on a un accident, parce qu'on a un feu, parce qu'on on est au-devant des nouvelles ou des news. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux et on ne veut pas y être. D'accord?
Et ça, c'est quelque chose un peu différent, j'aurais peut-être dû commencer par ça, pour dire, si vous voulez être dans les réseaux sociaux, continuez comme vous faites aujourd'hui, et je vous garantis que dans 6 mois, vous y serez. Et ça va peut-être changer la vision justement de la direction pour dire, ah oui, effectivement, oui, on est une société connue, reconnue, on veut pas ce genre de choses, on veut éviter ce genre de choses. Donc pour éviter ça, le meilleur moyen, effectivement, c'est de considérer que la santé et sécurité fait partie de l'ADN de l'entreprise et que c'est un non négociable, en fait, pour pouvoir développer, en fait, notre business. Parce qu'on a un vrai risque. On est plutôt sur la notion d'analyse de risque, si je dois résumer un petit peu, c'est de dire, on fait une analyse de risque et on se dit, si la santé et sécurité on la gère pas, là, on a un risque sérieux et impactant pour la société. Et si on veut baisser ce niveau de risque, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut développer la santé et sécurité et que ça devienne un élément important et pas un élément de contrainte. Alors, un élément de contrainte parce que c'est toujours réglementaire, mais un élément d'amélioration pour justement baisser notre niveau d'exposition et automatiquement notre niveau de risque au niveau de l'image de la société. Voilà un petit peu ce que si je devais refaire dans cette société-là. Oui, oui, donc identifier dans la société finalement quel est leur ADN. Donc là, c'était l'image des marques qu'elles avaient et trouver le lien entre si vous n'êtes pas bon sur la santé et la sécurité des personnes, ça peut avoir une image négative sur l'image des marques. C'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Okay. Alors, tu as soulevé quand même un point important dans cette expérience-là, c'est la direction n'a pas compris les enjeux. À quel point la direction est quelque chose engager la direction ou que la direction comprenne les enjeux de la santé et de la sécurité, à quel point c'est important? Alors, c'est clé. C'est clé parce que la direction, alors on parlait d'exemplarité, j'en parlais tout à l'heure, quand on est dans la direction, tous les employés regardent ce que font la direction et suivent, on va dire, le cap de la direction. D'accord ? Si le message de la direction est de dire que la santé et sécurité c'est une contrainte et qu'on doit faire avec et on fait avec, vous pouvez vous imaginer l'impact que ça a sur l'ensemble de l'organisation. La direction, c'est un peu, c'est la même chose. Hein, c'est comme dans un bateau. Hein, donc, vous avez effectivement un bateau, vous avez des gens qui rament, des gens qui font la maintenance du bateau, etc. Et puis, vous avez un cap. Et si la direction ne donne pas le bon cap, le bateau, il va où la direction veut aller. Et malheureusement, dans la santé et sécurité, si vous prenez le mauvais cap, à un moment, on est tous dans le même bateau et ce qui se passe, c'est que on se résigne à suivre ce cap-là alors que c'est pas le bon, alors que la santé et la sécurité doit suivre le bon cap. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu de la direction de comprendre ces enjeux-là, santé et sécurité, et de le mettre au cœur en fait du bateau et de dire on va dans cette direction-là. Et c'est là où on veut aller aujourd'hui parce que on veut effectivement que ça fasse partie des éléments clés de notre bateau, hein, d'accord, de l'ADN, alors on va parler comme ça, des éléments clés de notre bateau pour pouvoir en fait expliquer ça. Et ça a une influence énorme, voire primordiale d'ailleurs, sur la santé et sécurité au travail. Et d'ailleurs, quand on commence un programme de santé et sécurité au travail, on commence toujours par la direction. Et la première question que moi je me pose quand je rencontre des dirigeants santé et sécurité, je vais toujours commencer comme ça, c'est de voir d'abord le directeur du site, ou le directeur de l'entité, ou le directeur du groupe, pour discuter avec lui et pour bien comprendre comment il perçoit la santé et sécurité au travail, et est-ce que c'est une valeur pour lui, ou est-ce que c'est une contrainte. Et si c'est une valeur, on part déjà pas mal. Si c'est une contrainte, ça va être compliqué. Ouais, c'est une contrainte, donc il va falloir le transformer avec les techniques que tu nous as expliquées tout à l'heure. Donc soit lui donner un bonus, un incentive, ou soit lui faire prendre conscience que prendre soin de soi et prendre soin des autres, c'est un acte de bienveillance. Exactement. Et donner du sens aussi, ça donne aussi du sens à son métier. Et ça donne du sens à son métier. Excellent, excellent, super. Merci beaucoup pour ce partage de ces deux expériences, Stéphane. Alors, je voudrais encore un petit peu aller plus loin avec toi. Quels sont, selon toi, les outils ou les techniques indispensables pour réussir une transformation de culture santé-sécurité ? Alors, je vais donner quelques outils ou techniques, hein, ou quelques recommandations. Alors, première chose, faire de la santé et sécurité au travail surtout une valeur positive, d'accord ? C'est un point important, on parlait d'accidents, on parlait de choses négatives, donc il faut toujours essayer d'en faire une valeur positive, d'accord ? Faut pas limiter la partie santé et sécurité au travail à des slogans,
Ça, c'est quelque chose que je recommande aussi. On a souvent tendance à utiliser des slogans en fait pour la santé-sécurité. Voilà, c'est ça, zéro accident, etc. La sécurité, c'est notre première priorité, etc., etc. Travailler beaucoup aussi, en termes d'outils, travailler beaucoup sur la simplification des systèmes de management, parce que ça, c'est un point qui est assez bloquant souvent sur la santé-sécurité. C'est qu'on a tendance à construire un peu des usines à gaz en termes de systèmes. Et les meilleurs systèmes sont les systèmes les plus simples. Donc, travailler vraiment sur la simplification des systèmes de management. Et là, je parle autour de la santé et sécurité au travail. Autre point indispensable, c'est investir dans le développement des compétences individuelles. Ça, c'est clé en termes de santé et sécurité au travail. Et surtout, alors, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est revoir les règles et les procédures pour vraiment les adapter en fait au niveau de risque qu'on a de l'entreprise. On a souvent tendance parfois à utiliser en fait un marteau pour tuer une mouche, surtout dans les procédures. Ça, il faut absolument, et je sais que c'est compliqué, hein, il faut absolument en fait adapter ces procédures au niveau de risque. Et ça, c'est fait que ça va lever les barrières, on va dire, de contraintes, parce qu'on parlait de contraintes tout à l'heure. Ça va lever les barrières de contraintes pour dire on a un système qui est simple mais efficace. Donc ça, c'est cette partie-là. Le fait de développer les compétences, on comprend qu'effectivement, on va développer ces compétences toute sa vie autour de la santé et sécurité au travail. On n'a jamais fini d'apprendre. Parce que on a des nouveaux risques, on a des risques émergents, on a des risques cachés. Donc tout ça, ça s'apprend. On doit développer les gens. Et pas que sur la partie technique, sur la partie comportement aussi. Hein, ça, c'est important. Et puis aussi, comme je disais, faire de la santé et sécurité une valeur positive. Et d'en faire quelque chose qu'on puisse valoriser. Je dois utiliser ce domaine-là. On doit pouvoir valoriser la santé et sécurité au travail. Faut pas rêver, en fait, dans mon expérience, plus on monte dans l'organisation, plus la santé et sécurité, on est alors je n'aime pas utiliser ce terme, mais j'utilise ce terme, en compétition vis-à-vis de d'autres fonctions support. D'accord ? On est en compétition avec la finance, on est en compétition avec la qualité, on est en compétition avec l'engineering. Donc nous, notre rôle à nous, à santé et sécurité, c'est de gagner ce combat, donc d'être meilleur. Et c'est pour ça que c'est important d'en faire une valeur positive. Si vous venez tout le temps auprès de la direction et dire ça marche pas, ça fonctionne pas, on a encore eu des accidents, etc., vous pouvez vous imaginer qu'à un certain moment, la direction va dire c'est encore lui qui va nous emmerder, donc non. On veut quelque chose de positif. Donc il faut transformer ça en quelque chose de positif pour le business, qui soit aligné avec le business. Et je dirais le dernier point, effectivement, qui est important, c'est de bien comprendre et de bien aligner les objectifs HSE avec les objectifs du business. Ça, c'est un élément clé. Ok, super. Alors, tu nous as parlé de développer des compétences individuelles des personnes, à la fois techniques et comportementales. Est-ce que là, tu as un exemple, à la fois technique ou comportemental, d'outils précis qui t'ont apporté, qui t'ont permis de faire des réussites et des transformations de culture ? Alors oui, j'ai sur la partie technique, c'est assez simple. Hein. Sur la partie technique, dans le monde HSE, on a des techniques qu'on doit apprendre sur, par exemple, la consignation, les permis. Si je prends par exemple tous les permis de feu, donc il y a des formations plutôt techniques sur qu'est-ce qu'un permis de feu, comment l'élaborer, quelles sont les règles, etc. Donc ça, c'est des formations plutôt techniques ou sur les directives machines ou sur protection incendie. Voilà, ça c'est plutôt du technique. Et il faut continuer à développer les experts dans ce domaine-là pour qu'ils aient ce niveau de compétences techniques. D'accord ? Ou sur l'analyse les arbres des causes, les routes cause analyse, ce genre de choses. Sur la partie comportement, et ça je dirais que c'est le plus difficile, souvent d'ailleurs, hein, c'est comment former les gens, on est des influenceurs, comment en fait développer et former les gens au développement, par exemple, comment influencer une organisation. D'accord ? Comment pouvoir challenger en fait autour de la santé-sécurité quand on discute dans des dialogues santé-sécurité. Ça, c'est un point important. Ça s'apprend, d'accord ? C'est difficile parfois de parler d'un élément qui est avec son collègue ou avec un collaborateur pour lui expliquer que ce qu'il est en train de faire n'est pas forcément la bonne pratique. Et il y a des façons d'apprendre comment aborder en fait les gens, donc comment challenger en fait et comment aborder en fait la santé et sécurité au travail dans le cadre par exemple d'une discussion santé sécurité, d'accord ? Il y a aussi un aspect, je dirais
important sur la partie comportement, c'est aussi comment être vu en termes de leader et développer ses compétences de leadership. D'accord? Alors là-dedans, on rentre dans l'intelligence émotionnelle, on rentre dans tous ces aspects qui sont les soft skills, hein, donc business acumen par exemple, connaissance du business, ça c'est un point important aussi. On n'est pas dans des connaissances purement techniques, pas du tout, mais par exemple business acumen, connaissance de son business, connaissance de son milieu, de comment fonctionne la société, de ce qu'attendent les clients. C'est un point extrêmement important. Et c'est un point important d'ailleurs aussi pour la santé et la sécurité au travail. Et d'ailleurs, je vais même rajouter un point, dans mes compétences là, j'ai aussi fait des formations de finance pour non-financiers. Alors ça paraît bizarre, mais c'est un point important parce que ça vous permet de comprendre en fait un bilan financier d'une entreprise, de savoir quels sont les éléments clés, quels sont les points qui sont à regarder en priorité, ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, un EBITDA, etc., etc. Et vous devez comprendre ça, même dans la santé-sécurité, parce que ça, ce que vous faites, en fait, ça va avoir un impact sur ces éléments-là. Et ces éléments-là sont des éléments clés pour une entreprise. Une entreprise, c'est une entreprise qui doit gagner de l'argent. D'accord? On est bien d'accord, on doit gagner de l'argent. Donc à la fin, la partie financière est importante. Mais si vous comprenez quels sont les enjeux, les tenants, les aboutissants santé-sécurité sur un bilan financier, vous avez gagné, en fait, des compétences, on va dire, pas techniques, ça n'a rien à voir avec les compétences techniques, mais des compétences, en fait, de comportement. Voilà. Excellent. Merci beaucoup pour ce partage de développement à la fois technique et à la fois au niveau comportemental. Et là, au niveau comportemental, je dirais, tu as balayé d'une manière très large. Et c'est important parce que ça montre à quel point la santé et la sécurité doivent s'intégrer dans toutes les dimensions du business, à la fois financière, à la fois ingénierie, à la fois ressources humaines, à la fois production, et que c'est pas quelque chose d'à part, c'est quelque chose qui doit être intégré. Et là, tu nous le dis bien. Donc pour que ça s'intègre, pour qu'on puisse arriver à l'intégrer, il faut que nous-mêmes on puisse comprendre tous les éléments du fonctionnement d'un business. Merci beaucoup pour de nouveau ces partages. Alors, est-ce que tu aurais 3 conseils que tu pourrais donner à un responsable prévention ou à un directeur de site pour réussir une transformation d'une culture santé-sécurité? Alors, j'en donnerai 3, après il y en a plusieurs, mais ça c'est mes 3 personnels, basés sur mon expérience. Le premier conseil que je donnerais, c'est de prendre le temps de comprendre la culture existante, la culture sécurité existante. Culture générale et culture sécurité existante. D'accord? Si c'est une culture corporelle, une culture familiale, ça c'est important. Prendre le temps de bien comprendre. Ça c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième point, c'est aussi un peu lié à ça, c'est prendre le temps nécessaire pour convaincre et pas imposer en fait. On est dans un rôle d'influenceur, d'accord? On sait qu'imposer, alors parfois dans certains cas de figure, faut siffler la fin de la récré, hein, on est d'accord et on va tous le faire. Mais en général, mieux vaut passer par en fait une façon de convaincre les gens d'avoir le bon comportement que de leur imposer le bon comportement. Donc ça, il faut prendre le temps nécessaire pour le faire. Et ça se fait pas en 2-3 jours, 2 mois ou 4, ça se fait en plusieurs, souvent d'ailleurs ça prend quelques années pour faire ça. Parce que convaincre et comprendre en fait comment on va convaincre les personnes à avoir le bon comportement en sécurité, ça prend du temps. Le troisième, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est mettre en place des outils simples pour mesurer le changement. D'accord? Et des outils simples aussi de management. Ça, c'est le point important, de ne pas construire d'usines à gaz, ou s'il y a des usines à gaz en place, de pouvoir revoir ça pour les simplifier au maximum. Il faut vraiment rajouter en fait de la simplification au niveau des systèmes de management de santé-sécurité aujourd'hui. C'est souvent d'ailleurs un point bloquant qui en fait est négatif pour notre métier à nous, c'est que c'est vu comme une usine à gaz, donc des contraintes, donc on n'a pas envie de le faire. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les organisations dans lesquelles j'interviens. Moi, j'appelle ça des millefeuilles d'outils. Oui. Donc, on fait, et donc on a l'impression qu'en faisant plein de choses, on fait ce qu'on doit faire, mais en fait, ça n'apporte pas de résultat. Les personnes continuent à se blesser. Et souvent, ce que je dis, c'est à un moment donné, qu'est-ce qui est essentiel dans tous ces outils? De quoi on a réellement besoin pour rentrer à la maison en pleine santé et en pleine sécurité? Et de déblayer, d'élaguer et d'aller choisir les outils qui vont générer
générer de l'impact, et puis de se séparer de tout ce qui est inutile, et que finalement on fait, c'est un petit peu comme, il y a des fois, il y a des personnes, j'avais entendu ça une fois, un chef m'avait dit, il y a des gens dans les organisations qui se créent eux-mêmes leur job, leur travail, donc ils produisent des choses mais qui sont inutiles, et donc cette notion de simplification, elle est, je pense, primordiale, c'était important que tu puisses la mentionner, parce que aujourd'hui on construit de plus en plus des usines à gaz avec les certifications. Rien qu'avec la réglementation, si on l'applique à la lettre, c'est des usines à gaz, et on a tout un tas de procédures que à la fin on sait même plus, un document unique, on ne sait même plus retrouver les éléments dans le document unique, on sait même plus retrouver les fiches de poste. Enfin, on construit des choses et on les nourrit, mais elles n'apportent pas de valeur. Donc merci pour ces 3 conseils, hein. Donc prendre le temps d'identifier la culture actuelle, de la culture santé-sécurité de la société, prendre le temps de convaincre et d'éviter d'imposer, même si j'ai bien entendu qu'il faut savoir sonner la fin de la récré, et puis développer des outils ou des systèmes qui sont simples et impactants et qui génèrent du résultat. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de la vision zéro accident? Il y a des avantages, il y a des contraintes. Quel est ton avis, quelle est ton opinion sur cette vision zéro accident? Alors, je suis assez partagé là-dessus. Donc, effectivement, il y a des avantages. Alors, c'est simple comme concept. Zéro accident, tout le monde comprend. C'est accepté par tout le monde. Personne ne va vous challenger pour dire « moi, je veux zéro accident dans mon entreprise ». Voilà, ça paraît évident. Et c'est une vision qui est commune, qui est facile à visualiser pour tout le monde. Ça, c'est les avantages. Le problème, c'est que d'un autre côté, un peu, c'est comme les 2 faces d'une pièce, on a quand même quelques contraintes. C'est difficile à atteindre et à maintenir, d'accord ? Ça peut être démotivant parce que le zéro accident, c'est un long chemin, et ça s'arrête jamais. Et surtout, parfois, c'est dans le concept de l'approche, on vous dit c'est pas possible, car qui dit activité dit risque, et qui dit risque, le risque zéro n'existe pas. Donc c'est difficile d'expliquer et de dire, et j'ai souvent eu le cas de figure, de dire si on veut zéro accident, on fait rien, on produit plus, donc là on a un zéro accident. Et c'est ça l'enjeu et la complexité du zéro accident, ou de la tendance au zéro accident. Alors, on essaye, nous, de travailler on essaye de tendre vers le zéro accident, d'accord ? On essaye de tendre vers le zéro accident, parce que, effectivement, c'est un effet positif, mais on sait pertinemment qu'il y a aussi des contraintes, et ces contraintes, on doit les intégrer, d'accord ? Et l'objectif, effectivement, c'est de blesser, on va dire, le minimum de personnes, dans le cas de nos activités, avec quand même une tendance d'aller vers zéro. Mais voilà ce que je peux dire sur le zéro accident. Ok. Alors, quels sont selon toi les 3 facteurs clés de succès pour réussir à maintenir zéro accident durablement? Donc, si on se dit, ok, j'ai réussi à motiver les personnes vers cette vision, à leur expliquer que même si il y a des dangers et qu'il y a des risques, on est capable aujourd'hui d'avoir toutes les techniques, l'organisation et des connaissances sur le facteur humain qui nous permettent de maîtriser ces dangers et donc de maîtriser les risques. Comment, donc, quels seraient les 3 facteurs clés pour avoir des performances le plus durables possible en termes de santé et de sécurité? Alors, je dirais, si on veut maintenir le zéro accident, pour moi, il y a plusieurs, je vais en prendre 3 ou 4. Donc, la première chose, c'est de travailler sur la culture d'entreprise, ou la culture santé et sécurité, si on veut, comme un outil de prévention. D'accord ? Ça doit être un outil de prévention, et pas un outil de répression. Ça, c'est important. Ça doit être un outil de prévention. Il faut absolument investir dans le développement des compétences individuelles et le coaching. C'est un point clé pour le zéro accident. C'est un travail de longue haleine, donc il faut développer et les compétences, ses propres compétences, mais aussi utiliser du coaching. Le coaching est un élément extrêmement, on va dire, positif pour le développement de l'objectif zéro accident. Il faut aussi, alors ça c'est un peu plus technique, s'assurer qu'on respecte bien la réglementation ou la compliance, on va appeler ça comme ça, mais il faut surtout adapter les procédures au niveau de risque.
et là je reviens un peu sur la simplification des systèmes de management qui doivent être assez simples, il faut les adapter par rapport au niveau de risque. Que ce soit sur des nouveaux risques, sur des risques qui ont disparu, ou parfois dans l'entreprise on se rend compte qu'on a encore des procédures en place alors que le risque n'existe plus, ça arrive, parce qu'on a changé de machine et c'est toujours là. Sur les risques émergents, voire sur les risques cachés. D'accord ? Parce que zéro accident, on va dire que en fait, sur ces accidents-là, on a des accidents parfois sur des risques qui sont cachés, qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas forcément identifiés, qui nous fait que on a des accidents et on n'atteint pas le zéro accident parce qu'on n'avait pas identifié en fait. Et le dernier point, c'est d'aligner les objectifs aussi HSE avec les objectifs du business. Pourquoi ? Parce que effectivement, il faut que les deux choses soient connectées pour avoir en fait un support et en fait et le support continu du business pour pouvoir se développer en santé et sécurité au travail. Ça, c'est un point extrêmement important parce que les compétences, que ce soit financières, les ressources humaines ou ressources financières, viennent forcément de la direction. Donc, il faut qu'on soit aligné par rapport au business. Ça rejoint un petit peu le point numéro 1 comme outil de prévention, c'est-à-dire qu'on doit avoir les moyens aussi de ses ambitions. Il faut avoir les moyens de ses ambitions. La personne qui me dit que la santé et sécurité ne coûte rien, c'est complètement faux. La santé et sécurité a un coût. D'accord ? Faut bien l'avoir en tête. Ce coût est absorbé par le business. D'accord ? Et il doit être absorbé par le business. Mais il y a une façon de le vendre au business pour pouvoir être derrière et pour dire j'ai bien compris qu'il y a un coût. J'ai bien compris aussi le retour sur investissement que j'ai. Le zéro accident est quelque part aussi un retour sur investissement. On sait qu'un accident, c'est un coût. D'accord ? Alors, évidemment, on blesse une personne, mais c'est un coût pour l'entreprise en termes d'image, en termes de réparation, en termes de non-conformité, en termes aussi purement légal. Et donc, c'est dans un modèle de business, et tout le monde le sait, quand on investit de l'argent, on attend un retour sur investissement. Le zéro accident, c'est un peu la même chose. Il faut partir du même principe. D'accord ? Retour sur investissement, zéro accident, ça nous coûte zéro. On a un accident, on a un coût, c'est quoi le retour sur investissement ? Donc c'est pour ça que on doit aligner absolument ses objectifs et sa façon de travailler avec les objectifs du business. Voilà les recommandations que je dirais pour les 3 ou 4 facteurs de succès pour zéro accident. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour ce partage-là, Stéphane. Alors, quels sont aujourd'hui, toi, tes plus gros défis actuellement dans la transformation de la culture santé-sécurité ? Alors moi, mes plus gros défis, en fait, actuellement, je reviens sur la partie culture santé, sécurité, hein, parce que la culture, c'est tout et tout est la culture, en fait, hein, si je dois résumer ça comme ça. C'est d'aligner la santé, culture, sécurité sur l'ensemble de mes sites en Europe. Pourquoi c'est un challenge ? Parce que l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est l'association de 3 entités différentes qui ont 3 historiques différents. D'accord ? Donc 3 historiques différents, ça veut dire 3 cultures différentes. Et donc, d'avoir une culture commune, c'est compliqué, et c'est un vrai challenge d'avoir une culture commune sur l'ensemble des sites en Europe. Donc, pour moi, c'est un des challenges. L'autre challenge, alors, c'est pas propre, je dirais, à l'entreprise, mais c'est d'assurer que l'ensemble des exigences réglementaires soient en place. Alors ça, c'est plutôt lié à la complexité, on va dire, et je parle de la France, la complexité de la réglementation française, qui fait que assurer l'ensemble des exigences réglementaires en France, c'est un vrai défi. Un vrai défi. Et le dernier point, c'est aussi de mettre en place et de suivre le roadmap HSE qu'on s'est défini, en fait, et d'exécuter l'ensemble des actions à temps, et de ne pas laisser les actions trop courir dans le temps, pour mettre en place quelque chose d'impactant en fait et de visible en termes de santé et sécurité sur le site. Voilà, je dirais mes challenges aujourd'hui dans mon métier. D'accord. Alors je voudrais revenir sur 2 points, notamment sur le dernier, sur l'exécution. Oui. Parce qu'on sait que d'avoir une vision, donc par exemple la vision du zéro accident ou tendre vers zéro accident, avoir définir sa stratégie, donc tu nous as expliqué déjà plusieurs éléments pour définir une stratégie, mais on sait que l'exécution elle est clé parce que les éléments, définir une vision, définir une stratégie, je dirais ça coûte pas grand chose. Tout le monde avec un petit peu d'expérience ou un petit peu de volonté ou de connaissance peut le faire. Par contre l'exécution. Alors comment c'est quoi exactement les défis à laquelle tu fais face et en quoi l'exécution est clé dans la réussite ?
Alors, l'exécution, c'est le défi principal, c'est que aujourd'hui, alors je parlais un petit peu de concurrence, c'est qu'aujourd'hui, des plans d'action, des roadmaps, on en a dans tous les domaines. D'accord? Vous avez un roadmap finance, un roadmap qualité, vous avez un roadmap maintenance, on a tous des actions et on va dire une liste impressionnante d'actions à exécuter. Donc, vous êtes en concurrence avec d'autres. D'accord? Donc, c'est de pouvoir prioriser en fait les actions à exécuter. Ça, c'est le vrai challenge. Mais au-delà de ça, quand on a identifié ces actions, priorité 1 ou 2 ou 3 ou ABC, on fait comme on veut, il faut pouvoir, en fait, pour qu'elles soient exécutées, y rajouter l'aspect, la dimension, en fait, valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça va m'ajouter comme valeur ajoutée, en fait, que ça va me rajouter comme valeur, en fait, si j'exécute cette action? Et comment c'est visible? Et ça, c'est un point important. Parce qu'on a certaines actions qui vont être visibles directement sur l'ensemble du site, d'accord, et qui vont être forcément plus vendeurs, alors je vais utiliser le terme de vendeur, on est en business, en termes plus vendeurs, et sur lequel on va avoir plus de facilité dans l'exécution, parce que ça va être visible. Il y a des actions, malheureusement, et ça arrive aussi, mais on est obligé de le faire, qui sont moins visibles, mais qui sont, voire, plus importantes. Et je pense notamment, parfois, aux exigences réglementaires. D'accord? On parlait d'exigences réglementaires. Ce sont des exigences d'ailleurs qui sont moins visibles parce que ça se voit pas physiquement qu'on a dû faire un contrôle des cuves et des choses comme ça, mais c'est primordial. C'est primordial dans le sens où ça nous permet de continuer à avoir notre autorisation d'exploiter, donc à pouvoir continuer notre business. Mais l'idée en fait, et le point, le challenge, c'est de dire même sur ces éléments qui sont moins visibles, ces actions qui sont moins visibles, de trouver un moyen de les rendre plus visibles. Et effectivement, quand on commence à creuser sur, je dis n'importe quoi, la révision par exemple des cuves de stockage, par exemple, c'est clair que ça, c'est pas très sexy, hein, c'est pas très vendeur quand on parle de ça, parce que ça veut dire mettre de l'argent, dépenser de l'argent avec un consultant et puis ou une entreprise extérieure et puis ça s'arrête là. Il faut essayer de la transformer en quelque chose de positif et de dire, vous voyez en fait. Si on fait ça, ça nous permet de maintenir notre autorisation d'exploiter, d'accord? Ça nous permet de maintenir des bonnes relations avec les autorités et ça nous permet, nous, par exemple, de pouvoir, dans le cadre du business qu'on a, de pouvoir plus facilement demander une extension, par exemple, ou une augmentation, par exemple, des volumes à produire sur le site-là parce qu'on a des bonnes relations avec les autorités. Et quand on le vend sous cet aspect-là, la vision est un peu différente de simplement... Je fais venir une entreprise externe, elle me contrôle mes cuves, elle me dit mes cuves sont en bon état ou je les fais réparer, et puis j'envoie le rapport aux autorités. C'est un peu différent. Et c'est ça un peu le challenge aujourd'hui sur la partie en fait exécution des actions, c'est être en compétition avec d'autres et donc pouvoir en fait se démarquer, d'accord? Identifier les priorités 1, 2, 3 ou ABCD comme on veut, et une fois qu'on les a identifiées, donner du sens à ces actions-là pour que ce soit vraiment visible. Et de réfléchir 5 minutes pour dire, cette action-là, si je la fais, comment est-ce que je peux la vendre d'un point de vue purement business. Voilà. Ok. Ouais, donner du sens, mais pas que, tu as dit aussi montrer qu'il y a une valeur ajoutée. Donc Exactement. par exemple, voilà, si à un moment donné on entretient des bonnes relations continuelles avec la communauté alentour, avec les autorités alentour, quand on leur demandera une extension ou quelque chose ou qu'on aura un problème, les relations seront différentes et seront plus favorables à ce que ça se passe bien pour nous. Exactement. Donc avec une vision pas seulement court-termiste, mais moyen, voire long terme. Exactement. Ok. Et je voulais revenir sur un autre de tes défis. Merci beaucoup pour ce partage, hein, Stéphane. C'est vraiment très riche ce que tu nous apportes. Aligné, tu nous as parlé que ton défi c'était de créer une culture commune et que dans l'entreprise où tu étais actuellement, c'était issu d'une société avec 3 entités différentes, donc avec 3 cultures différentes. En quoi pour toi c'est important qu'il y ait une culture commune où finalement tu pourrais choisir l'option de je conserve les cultures locales et je les fais évoluer pour atteindre la vision que je souhaite et ça peut être suffisant. En quoi c'est important pour toi que ça soit commun? Alors pour moi je crois que j'essaye dans mon approche de la santé-sécurité, pour moi la santé-sécurité c'est pas un travail en silo, d'accord? C'est un travail en commun, on est une équipe. Pour moi, je veux faire travailler tous mes responsables HSE, mes plant managers, en fait, avec une approche commune. Parce que c'est ma vision des choses.
10 cerveaux est toujours plus performant qu'un seul cerveau. Donc ça veut dire que quand on travaille ensemble et qu'on est à 10 à travailler sur un sujet, forcément, on va avoir de meilleures idées, on va sortir plus d'idées qu'une seule personne. Et la culture sécurité, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que quand on a une culture identique, on a une culture qui est à peu près alignée, on va pouvoir travailler ensemble. Et quand on va pouvoir travailler ensemble, on va pouvoir sortir des meilleures idées. Donc on va pouvoir améliorer le système. Et c'est pour ça que c'est important. Et surtout, je veux pas non plus avoir des cultures sécurité qui ont des niveaux alors différents, qui vont expliquer parfois, parce que c'est assez facile de dire, dans cette entreprise-là, on a des accidents parce que la culture est pas la même et que c'est une culture qui a été sur, je dis n'importe quoi, je vais prendre la culture, un exemple, la culture a toujours été sur la répression, d'accord, sur les accidents, parce que on a toujours en fait voulu faire de la réprimande, d'accord, on a toujours considéré que si tu as un accident, c'est de ta faute. Donc on a ces accidents-là, ou d'un autre côté, on a une culture qui est plutôt laxiste pour dire c'est la fatalité. Finalement, dans cette entreprise-là, oui, on fait une activité, on a des risques, donc de temps en temps, on peut avoir un accident, il faut l'accepter. Et c'est ce niveau-là que je veux pas avoir, parce que si on a des cultures différentes, on a ce genre de risque. Et dans une entreprise internationale, dans laquelle je travaille, on ne peut pas se permettre non plus d'avoir ce genre de choses, et une entreprise internationale ne peut pas travailler en fait avec des cultures différentes, parce que on vend où on a une présence internationale. Donc on se doit d'avoir certains standards. La culture en fait partie. Et cette culture-là, effectivement, elle doit être alignée entre les différents sites pour avoir une même culture. Et quand on a un client, et je parle de client, quand on a un membre de la direction qui vient sur le site A, sur le site B ou sur le site C, il doit être capable de trouver le même niveau de culture. Il doit pas se situer dans une situation de dire là par exemple la santé sécurité c'est moins important parce que c'est plutôt une fatalité, ou à l'inverse, il rentre sur un site et dit waouh, la santé sécurité sur ce site-là, c'est franchement fait partie de l'ADN, elle est partout et c'est juste exceptionnel. Pourquoi sur les autres sites j'ai pas ça? Et c'est ça aussi l'enjeu en fait d'alignement de la santé culture sécurité. Ça permet aussi à la fin, je vais finir avec ça, de passer un message. Et quand on passe des messages, si on a la même culture, c'est plus simple de passer des messages. Les gens vont comprendre le message de la même manière. D'accord ? Okay. Donc c'est plus facile aussi, nous, en tant que spécialiste santé et sécurité, de faire passer les messages quand la culture est à peu près identique sur les 3 sites. D'accord. Et comment tu as prévu t'y prendre là? Est-ce que tu as déjà des idées? Est-ce que tu pourrais déjà nous partager un petit peu tes idées pour comment tu comptes aligner donc cette société qui a 3 cultures différentes, 3 entités différentes avec des cultures différentes? Comment tu as prévu d'arriver à en former une seule culture? Quelle va être ta démarche, ta stratégie? Alors, la stratégie que j'ai en tête, elle est assez simple. On parlait, alors je reviens de nouveau à ce que je disais tout à l'heure, on a les gens qui sont supporters et les gens qui sont un peu moins supporters, d'accord? Donc, dans la culture santé-sécurité, on a la même chose. On a des sociétés qui ont une culture assez forte, santé-sécurité qui est très positive et qui met en avant la santé-sécurité fait partie de l'ADN, et j'ai des sociétés dans mon groupe qui sont un peu à la traîne. Voilà. Et c'est d'abord de me focaliser sur ces sociétés qui sont un peu à la traîne, d'accord, sur lesquelles en fait on travaille plutôt sur l'accident, ça peut arriver. Malheureusement, c'est un peu une fatalité. Parfois, on a des accidents parce qu'on a des installations qui sont un peu anciennes, parce qu'on a une façon de fonctionner. On travaille comme ça depuis 100 ans, et on peut avoir un accident. Et c'est de travailler d'abord sur ces sociétés-là pour monter leur niveau d'exigence et le niveau de culture sécurité. D'accord ? C'est ça l'idée. C'est de commencer par, on va dire, alors j'aime pas utiliser ce terme-là, le maillon faible, mais c'est un peu l'idée de dire ce maillon faible, je le renforce pour qu'il devienne plus fort. D'accord ? Ça, c'est l'idée. Donc, une fois qu'on travaille là-dessus, c'est de monter en fait cette entité-là ou ces entités-là à un niveau de culture sécurité qui soit au même niveau que les autres. Une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, on va pouvoir ensuite mettre en place, et on le met déjà en place, on ne va pas attendre, un certain nombre de standards qui sont des standards non négociables. Alors je pense par exemple, et tous les responsables HSE et tous les directeurs HSE, c'est de quoi je vais parler, on parle des règles d'or ou des règles vitales, on les appelle comme on veut. Ça par exemple, ce sont les standards qui sont non négociables et qu'on doit mettre en place sur tous les sites. D'accord ? C'est transversal, il n'y a pas de négociation possible, et ça fait partie de la culture sécurité.
D'accord? C'est un élément de la culture sécurité. Donc on essaye aussi de monter, en fait, on va dire, le maillon faible, mais aussi de standardiser pour, et là je reviens de nouveau sur ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est adapter les procédures au niveau de risque, ou adapter nos procédures au niveau de risque. Les règles vitales ou les règles d'or sont les risques les plus importants dans la société, sur lesquels on a des risques de blessures sérieuses, voire de fatalité. Donc c'est quelque chose qui est non négociable et qui est facile à expliquer dans une culture sécurité pour dire est-ce que vous allez tolérer qu'une personne travaille en toiture sans avoir en fait d'éléments de protection. Il suffit d'une erreur et le résultat il est catastrophique. Donc, et là, le gros avantage de travailler comme ça, c'est que personne va vous le challenger pour vous dire non, on continue à travailler comme ça. Nous, de toute façon, personne n'est jamais tombé sur le toit depuis 10 ans, donc je vois pas pourquoi on attacherait nos gens qui travaillent sur les toits, par exemple. D'accord. C'est pas un discours qui est tenable et personne ne tient ce discours-là. Ou alors, si les personnes tiennent le discours, on arrive vite à les convaincre que c'est pas le cas. Voilà. Ok. Donc voilà un peu l'idée. Voilà comment je m'y prends. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour ce partage-là, Stéphane. Alors, je voudrais aborder un autre domaine avec toi maintenant. On a parlé beaucoup de la direction et moi, je voudrais parler de leader santé sécurité. Alors, comment est-ce que tu définirais un leader santé sécurité? Alors, je dirais qu'un leader santé sécurité, c'est si je devais définir un peu les compétences et ce que devait avoir un leader santé sécurité. Déjà, c'est une personne qui doit être pédagogue, d'accord? Qui doit avoir une intelligence émotionnelle et savoir s'entourer des bonnes personnes, être exemplaire et surtout faire preuve d'empathie. Ce que je disais, en fait, un bon leader santé-sécurité, que ce soit un HSE manager, un directeur, doit avoir, pour moi, j'appelle ça les 3 E. Alors, c'est moi qui l'ai inventé, mais voilà. Donc, E comme empathie. Donc, c'est une personne qui doit avoir de l'empathie, qui doit être exemplaire, d'accord? Et qui doit être engagé avec ses équipes et l'ensemble de ses collaborateurs. Pour moi, c'est les 3 qualités d'un leader, en fait, santé-sécurité. Alors, on peut rajouter plein de qualités après, des compétences en communication, en présence, en communication verbale, aussi le fait de pouvoir, en fait, se mettre à la place des gens, mais ça c'est de l'empathie, voilà, ce genre de choses. Mais les 3 E que je reviens, c'est empathie, exemplarité et engagement. Voilà. Ok, super. Ben, merci beaucoup de nouveau pour ce partage, Stéphane. Alors, tu sais que chez Culture Santé Sécurité, on travaille aussi sur la dimension donc du leadership, de la culture, mais aussi des états d'esprit. Oui. Donc l'état d'esprit est quelque chose d'important. Et je voulais savoir, toi, quelles étaient les 3 à 4 caractéristiques chez une personne qui a un état d'esprit favorable vis-à-vis de la santé et de la sécurité. Alors pour moi, les 3 ou 4 caractéristiques d'une personne qui a un esprit favorable, c'est une personne qui a envie d'apprendre, une personne qui est positive, c'est-à-dire qu'elle a un discours positif dans sa façon d'interagir avec les autres. C'est une personne aussi qui est force de proposition, c'est-à-dire qui a des idées. Et le dernier point, un esprit favorable, c'est une personne qui n'a pas peur de se tromper. D'accord ? Ça, c'est un point pour moi qui est important, d'avoir ce qu'on appelle une caractéristique d'une personne d'esprit favorable. C'est une personne qui n'a pas peur de se montrer et qui se sent en sécurité même si elle se trompe. On parle beaucoup de psychological safety en ce moment, donc se sentir en sécurité au travail, ben c'est exactement ça. Une personne qui a un esprit favorable doit être capable en fait de ne pas avoir peur de se tromper et d'être force de proposition. Voilà les 4 éléments que j'ai en tête sur un esprit favorable. Et le dernier, là, que tu dis, il n'est pas évident, pas peur de se tromper. On est quand même dans une culture où notre éducation, tout ça, on met en évidence nos erreurs. Donc, on peut développer une certaine aversion au fait justement de commettre des erreurs, de se tromper. Comment tu développes comment tu gères cette émotion de la peur? Comment tu t'y prends? Alors, effectivement, c'est un point important parce qu'on a tous tendance, effectivement, on n'aime pas se tromper, hein, faut être très clair, encore moins dans la santé et sécurité. L'idée, en fait, pour développer ce point-là, c'est que de faire passer le message pour dire se tromper et pas forcément
n'est pas forcément, alors ça dépend après de l'erreur aussi, mais c'est pas forcément lié à une sanction. D'accord? Se tromper n'est pas égal à une sanction. Tromper, ça permet d'apprendre. D'accord? Donc on est dans la partie pédagogie, c'est-à-dire que se tromper, c'est apprendre. D'accord? Alors j'ai entendu une fois quelqu'un qui m'a dit soit je gagne, soit j'apprends. C'est un peu. C'est Nelson Mandela, ça, c'est une citation. Exactement, c'est Nelson Mandela qui a dit ça. C'est exactement ça. Donc, se tromper, c'est apprendre. Et donc, moi, ce que j'essaye, c'est de vendre ça. Alors, pas pour tout, hein, faut être très clair. On a des erreurs qui sont inacceptables. On y arrive aussi. Hein. Mais en général, sur des erreurs, on va apprendre effectivement de ces erreurs. Et c'est ça le terme, apprendre de ses erreurs, pour pouvoir ensuite faire le bon choix et prendre la bonne décision après. Et je dirais que moi j'aime bien capturer les erreurs ou les problématiques qu'on a, et c'est ça le côté un peu d'indicateur leading pour dire on a eu un presque accident, voilà, on peut considérer ça comme une erreur, mais si on n'a pas cet élément ou cette caractéristique et qu'on n'arrive pas à capturer cette information-là, on ne peut pas s'améliorer. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et le fait de se tromper, c'est exactement la même chose. Si personne ne lève la main, propose quelque chose et finalement on fait une erreur, ben on ne le verra jamais. Et le jour où on le verra, il sera peut-être trop tard, et on aura peut-être blessé quelqu'un. C'est pour ça que c'est un côté très positif, en fait, de se tromper, parce que on apprend de nos erreurs et on dit ah oui effectivement là, par exemple, je dis n'importe quoi pour ce stockage-là, bah finalement ce qu'on a fait, c'est pas ce qu'il fallait faire. Parce que on a eu, je sais pas, ces éléments, ces cartons qui sont tombés, et puis s'il y avait eu quelqu'un qui est passé en dessous, malheureusement, ben il le prenait sur la tête. Et on finissait un accident. Donc c'est pas le bon élément, c'est pas le bon outil technique, c'est pas le bon type de stockage, donc faisons autre chose. Et là on s'est trompé, on s'est clairement trompé. Voilà. Et comment tu fais en sorte que les gens te remontent, alors ces presque accidents ou ces incidents ou leurs erreurs, comment tu t'y prends pour créer cet environnement, cette atmosphère où les gens vont pas avoir peur justement de remonter leurs erreurs? Alors, il faut être très transparent, faut définir les règles dès le départ, c'est-à-dire que on parlait des règles d'or ou des règles vitales. Ces règles d'or, les règles vitales, là on n'accepte aucune erreur sur ces règles-là. Puisqu'on voit bien que les conséquences sont graves. D'accord? Donc, si je prends les règles d'or, on est là-dessus. En dehors de ces règles d'or, d'accord? Le fait de demander à remonter, en fait, ces informations-là, moi, je le vois comme quelque chose de positif. Et je reviens de nouveau sur les presque accidents, parce que les presque accidents qui sont liés à autre chose que des règles d'or, parce qu'on a bypassé des règles d'or, mais ça c'est autre chose, si on ne capture pas ces informations-là, on ne peut pas s'améliorer. Donc d'un autre côté, je fais la promotion de capturer ces informations-là et de demander le niveau d'exigence et d'augmenter le niveau d'exigence en fait au niveau du reporting pour les near miss, pour les presque accidents, parce que je sais que ça va être mon terreau en fait d'amélioration sur l'entreprise. Et si j'ai pas ce terreau-là, si j'ai un tout petit bout de terreau, je vais pas aller loin. Mais si je commence à avoir 1 mètre cube, 2 mètres cubes, un grand terrain, là, par contre, j'aurai un terreau intéressant, et là, je vais commencer à pouvoir construire quelque chose de correct pour pouvoir éviter effectivement qu'on ait un accident. Et c'est ça un peu l'idée, et je me rappelle dans une autre entreprise, j'avais travaillé dans un autre site, on était parti d'abord sur ce postulat pour s'améliorer, parce qu'on avait une performance qui n'était pas terrible, et on n'arrivait pas à baisser ce niveau de à augmenter ce niveau de performance en ayant moins d'accidents. Et on a vite compris que finalement, on capturait pratiquement aucun presque accident. Et au moment où on a mis des objectifs sur ces presque accidents pour leur dire on en veut tant par personne et par mois, tout d'un coup on a capturé énormément de choses qu'on n'avait pas vues. Et ça nous a permis de nous améliorer. Par exemple, je dis n'importe quoi, alors je prends un exemple sur les chutes de plein pied par exemple, c'est un exemple assez simple, mais sur les chutes de plein pied, on avait pas mal de chutes de plein pied. Mais on s'est rendu compte que finalement, l'état des routes, la façon de se déplacer les gens dans les escaliers, des choses comme ça, il y avait plein d'éléments en fait, effectivement qui fait que si on avait identifié ces presque accidents ou ces situations dangereuses, je le mets dans le même caractéristique, situations dangereuses, presque accidents, on aurait pu améliorer en fait très rapidement et éviter d'avoir des accidents avec arrêt qui étaient liés en fait à des déplacements. Et ça c'était une bonne leçon en fait pour dire commençons par ça, parce que si on capture pas ça, on va pas pouvoir s'améliorer.
Et parfois, on a tendance à aller focaliser d'abord sur l'accident carré, l'accident sérieux, etc. Oui, ok. Mais si on veut s'améliorer, il faut absolument avoir les situations dangereuses et les presque accidents. Et c'est pour ça qu'on fait cette promotion-là pour dire, ramenez-nous toutes ces informations-là, parce que si vous ne ramenez pas ces informations-là, on ne peut pas s'améliorer et donc on ne peut pas protéger l'ensemble de la communauté. Ok, alors là tu soulèves un point important, donc tu favorises, tu fais la promotion à ce qu'on te remonte les situations dangereuses, mais comment ne pas tomber dans le travers de finalement après on se retrouve avec une liste interminable de choses techniques à régler. C'est souvent la problématique qui se pose dans les organisations. Donc comment tu arrives à équilibrer le tout pour que ça reste favorable mais que ça soit gérable? Oui, alors ça c'est un point important parce qu'effectivement quand on commence à remonter, à capturer toutes les informations là, on fait un tri. Donc c'est comme une analyse de risque. On a des accidents potentiellement ou des near miss potentiellement sérieux, d'accord? On en a d'autres qui vont être nettement moins sérieux. Donc on les trie de cette façon-là. On essaie de capturer et on va, en fait, tout presque accident n'aboutit pas forcément à un plan d'action, d'accord? Sinon on ferait que ça. On va sélectionner dans les presque accidents ceux qui ont un potentiel de gravité importante, d'accord? Ou de probabilité importante, on fait l'analyse de risque, probabilité, gravité, on fait la même chose, et ceux-là font l'objet d'une analyse de risque avec un plan d'action. C'est comme ça qu'on fait le tri, parce que sinon, effectivement, on est vite noyé. Et surtout, ce qui est important, c'est, alors on parlait de la partie technique, parce qu'évidemment, on a tendance souvent d'ailleurs à parler de la partie technique, et de focaliser là-dessus pour dire bah là il manque un élément de protection de la machine, là par exemple là l'échelle acrylonine elle n'est pas verrouillée, enfin ce genre de choses quoi. On est beaucoup là-dessus. Mais on se rend compte que ces éléments-là aujourd'hui on les règle plutôt via la compliance, la conformité réglementaire sur ces aspects-là, qui est une autre dimension. Et nous, dans notre partie, c'est plutôt sur la partie comportement, sur les choses qui sont un peu intangibles, d'accord, sur je suis dans une zone, je suis par exemple dans la ligne de tir, par exemple, un presque accident parce que j'ai l'opérateur qui est autour du chariot et le chariot et l'opérateur ont une coactivité très proche ou trop proche, d'accord? Et là, on n'est pas du tout dans de la technique, on est dans du comportement. Donc, on va vraiment focaliser sur cette partie comportement. Je dirais que la partie technique, elle est plutôt traitée du côté compliance, mise en conformité. Et je vais être franc, la réglementation fait ça très bien, d'accord, elle est très là-dessus sur les aspects techniques. Sur les aspects comportement, c'est nettement moins le cas. Et la partie compliance, elle est moins là-dessus. Et c'est nous qui devons en fait renforcer ce pôle-là. Et on travaille effectivement sur les presque accidents ou les situations dangereuses qui sont plutôt liées à du comportement, avec la hiérarchisation que j'ai expliqué tout à l'heure. Ok, d'accord. Donc là, effectivement, ça permet effectivement de déblayer et puis après de mettre en valeur les comportements positifs et d'avoir un cycle vertueux entre je remonte, j'en fais la promotion et je modifie en même temps les comportements des personnes. Ouais. Ok, super. Ben merci beaucoup pour ce partage, Stéphane. Alors, personnellement, toi, est-ce que tu pourrais nous partager le plus grand risque que tu as pris dans ta vie? Le plus grand risque que j'ai pris dans ma vie. Alors je le faisais plus maintenant, mais le plus grand risque que j'ai pris dans ma vie, et je l'ai fait comme tout le monde, et je sais que c'est quelque chose de pas bien, c'est que j'avais tendance à utiliser mon téléphone portable quand je conduisais. Voilà. Voilà, ça c'était le plus grand risque que j'ai pu prendre, et je me rends compte. Et je trouve que c'est bien maintenant avec les outils qui sont en place, etc. Donc et les contrôles qu'on a, mais j'avais tendance effectivement à utiliser mon portable quand je conduisais et à lire mes messages. D'accord. Ce qui est pas bien, et on s'en rend compte. C'est vrai que ça s'est développé au fur des années. Il y a quelques années, on en parlait moins, mais maintenant on se rend compte que sur les accidents qui sont graves, les accidents de circulation, sur un accident sur 3 environ, c'est souvent lié d'ailleurs à une personne qui était sur son portable ou était distraite par un élément autre que la conduite. Et c'est souvent d'ailleurs ou un appel, ou un message, ou un mail
que la personne lisait. Et malheureusement, effectivement, c'est le plus grand risque que j'ai pu prendre dans ma carrière. Au début, alors j'avais peut-être pas forcément tous les outils, on n'a pas les outils qu'on a aujourd'hui. Maintenant, c'est tellement bien connecté que c'est beaucoup plus simple. Mais à l'époque, on avait une tendance, et c'était un peu la main du diable. Quand ça sonnait le téléphone, c'est que vous preniez ça et voilà, c'était un peu la main du diable pour dire prends ce téléphone et peut-être que tu vas avoir un accident et tu viendras me voir en enfer. Mais voilà, c'est le plus grand risque que j'ai pris, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que tu prenais ce risque-là et qu'est-ce qui t'a fait changer ton comportement? Alors plusieurs choses, j'ai failli avoir un accident grave un jour, donc ça c'est à titre personnel, d'accord. Donc effectivement un accident grave parce que j'étais concentré et j'ai pas vu la voiture devant freiner, donc ça aurait pu être très très grave. Mais ce que j'ai aussi vu, et ça c'est intéressant parce que ça permet aussi le benchmark avec les entreprises, j'ai vu que à cette époque-là, beaucoup d'entreprises ont commencé à mettre en place des politiques justement pour la gestion des flottes et notamment des personnes qui utilisent les voitures pour ne pas utiliser en fait les téléphones portables ou pour les aider à ne pas répondre. Et ça faisait partie d'ailleurs des critères d'embauche auprès des entreprises pour dire vous reconnaissez effectivement que pendant votre travail, pendant votre conduite, vous n'utilisez pas aujourd'hui votre téléphone portable. Ça fait partie des critères d'engagement et des critères en fait pour pouvoir continuer à travailler au sein de l'entreprise. Et je me suis rendu compte effectivement que c'était un sujet très sérieux. Et le dernier point aussi, c'est les statistiques d'accidents qui montraient qu'effectivement beaucoup d'accidents de plus en plus étaient liés à ce genre d'activité. Donc une expérience personnelle qui est souvent d'ailleurs la plus impactante, faut être très clair, et des expériences professionnelles ou extra-professionnelles liées à le changement d'exigences au sein d'entreprises qui étaient leaders en santé et sécurité et qui ont mis ça en place rapidement parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait un vrai risque, et aussi effectivement les statistiques d'accidents qui montraient que effectivement les accidents venaient principalement, pas en majorité, mais un bon tiers venait de ce genre d'activité. D'accord. Et aujourd'hui, donc, comment tu procèdes pour conduire en sécurité et pas utiliser ton téléphone portable? Comment? Alors aujourd'hui, c'est assez simple. Aujourd'hui, la connectivité, elle est très simple. C'est que aujourd'hui, sur mon téléphone ou même sur mon écran de ma voiture, les messages ne s'affichent plus. Il n'y a plus aucun message qui s'affiche. La seule chose, c'est les GPS avec. Donc, j'ai plus aucun affichage en fait sur mon écran. Donc, quand vous recevez des messages, vous le voyez pas, il n'est pas affiché, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc, ça vous évite d'être perturbé par un message qui arrive, d'accord? Je n'ai plus de sonnerie sur mon téléphone quand je suis dans ma voiture. Donc, dans ma voiture, j'entends plus un bip 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 ou un petit bing, un truc qui arrive. Donc, ça c'est plutôt pas mal. Donc, ça vous limite la tentation de regarder, d'accord? Donc, ça c'est les deux points. Et puis le troisième point, effectivement, si j'irais aujourd'hui, et ça c'est pas mal aussi, c'est toutes les informations nécessaires que vous avez besoin dans votre voiture, vous les avez en face de vous, d'accord, dans les cockpits digitaux. Donc ça vous permet d'avoir tout sous les yeux et sans d'avoir à regarder ailleurs ou à en prendre quelque chose. Donc vous avez les informations nécessaires, d'accord. Donc j'ai plus de sonnerie, donc j'ai plus de bip. Les messages ne s'affichent plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors les appels. Alors il y a du pour et du contre aujourd'hui, on dit effectivement les mains libres finalement ça perturbe aussi le cerveau, donc c'est le genre de choses. Et là on n'a pas vraiment trouvé de solution aujourd'hui. Alors j'ai de la chance de ne pas avoir trop de calls ou pas trop d'appels quand je conduis, mais en tout cas quand je conduis, si j'ai un appel, je me mets de côté et j'essaie de prendre au maximum l'appel en fait à l'arrêt dans la voiture. Mais ça peut arriver effectivement qu'on a des appels, mais en tout cas j'ai rien d'affiché sur mon écran aujourd'hui. Ok, merci beaucoup pour ce partage assez intime, Stéphane. Alors, on arrive aux dernières questions de cette interview. De quoi est-ce que tu es le plus fier professionnellement et personnellement? Alors, professionnellement et personnellement, en fait. Moi, d'un point de vue professionnel, ce que je suis le plus fier, en fait, c'est que je vois l'impact de la santé-sécurité en fait sur l'organisation, donc l'amélioration et le fait qu'on blesse moins de personnes. Je suis aussi content, et ça c'est plutôt à titre alors personnel, on peut dire personnel professionnel, c'est que je vois que dans mon métier, piloter des équipes QHSE, ça leur permet de suivre leur évolution et de voir en fait comment ils se développent au sein de l'entreprise. Leur réputation entre parenthèses qui change. On passe d'un caractère où on était un peu l'emmerdeur de service
au caractère où on est la personne indispensable pour bien faire tourner le business. Parce qu'on a pu acquérir des compétences, que ce soit des compétences managériales ou des compétences techniques, et je vois que les équipes se développent dans ce sens-là. Donc la personne, le responsable HSE, et je parle en particulier de ces équipes-là, ne sont plus vus comme les gens qui empêchent de tourner en rond ou qui sont bloquants, plutôt comme des partenaires. Et je trouve ça très bien, et je le vois même au niveau d'ailleurs aussi de mon chef, qui lui a une vision de santé-sécurité qui est très positive, et il y a à aucun moment en fait je peux le contacter presque n'importe quand pour discuter de santé-sécurité avec lui. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup pour ces fiertés que tu nous as partagées. Est-ce que tu pourrais maintenant partager à notre audience un livre qui t'a influencé, un ou des livres qui t'ont influencé positivement sur le sujet de la santé et de la sécurité au travail? Alors, moi j'en ai lu quelques-uns. Ce que j'ai bien aimé comme livre aussi, c'est Révolutionner la santé et la sécurité au travail, de Michael Mouret. Parce que je trouve que c'est pas mal, parce que c'est une nouvelle approche de la gestion collective des risques de l'entreprise. On parlait des risques des entreprises, et on parlait des systèmes complexes, etc., de la simplification, et ce livre-là adresse en particulier ce point-là. Les histoires des slogans, les histoires en fait des systèmes complexes, des usines à gaz, etc., etc. Et comment est-ce qu'on peut avoir une nouvelle approche pour une gestion collective des risques de l'entreprise. C'est une gestion collective, c'est pas une gestion individuelle. Et ce livre explique comment on peut passer d'un élément individuel où traditionnellement santé-sécurité égale responsable HSE, d'accord, à une responsabilité, une gestion collective des risques de l'entreprise. Qui va permettre en fait que tout un chacun soit acteur en fait de la santé-sécurité sur le site. Donc j'aime bien ce livre, Révolutionner la santé-sécurité au travail. Après il y a un autre livre que j'aime bien qui est différent, qui s'appelle Le management totalitaire de Violaine de Courrières. Alors c'est un peu différent, et là on parle plutôt de management. Donc comment est-ce que les entreprises se sont développées en termes de management, et comment le management est devenu et ça peut s'appliquer à la santé-sécurité, mais ça peut s'appliquer à d'autres domaines, est devenu quelque chose d'assez totalitaire, d'accord, avec des décisions parfois qui sont infondées, qui n'ont pas de sens. Et c'est assez intéressant de voir l'évolution, et de voir dans quel modèle on est, et qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour comprendre d'où ça vient, ce management totalitaire, quel est le modèle derrière, on parlait de culture, quels sont les effets néfastes de ce management totalitaire. Ça permet d'apprendre, de dire, effectivement, nous en tant que manager, et si on parle en tant que manager, comment ne pas tomber dans ce travers-là. Donner du sens, on parlait tout à l'heure de donner du sens à la mission HSE, ça c'est un point important. Instruire, développer les compétences, et surtout pouvoir en fait développer et faire développer en fait les personnes à travers des missions qui ont vraiment du sens pour l'entreprise et qui ont du sens aussi pour les individus. D'accord. Et ça, c'est de passer à un système où on est dans une hiérarchie où de dire ton chef, tu dois faire ça, ça vient d'en haut, c'est non négociable, il faut le faire. Ça n'a pas de sens, c'est déconnecté de la réalité, à un système où on est dans une approche, on va dire, plus pédagogique, où on va essayer de mettre en place des missions ou des projets qui ont vraiment du sens pour l'individu et du sens pour la société. Voilà. Ok, merci Stéphane. Alors, si nos auditeurs voulaient te contacter, te joindre, comment ils pourraient procéder? Alors, je pense que peut-être le plus simple, alors après, c'est ils me peuvent contacter directement. Alors, le premier contact, c'est utiliser LinkedIn, c'est le plus simple. Je suis sur LinkedIn, donc contactez-moi sur LinkedIn. Vous me demandez en ami et je vais accepter. Et vous aurez toutes mes coordonnées dans LinkedIn. C'est le plus simple. Okay. C'est vraiment le plus simple. Super. Bon. Eh ben, merci beaucoup Stéphane. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais rajouter pour conclure cette interview? Non, mais je te remercie David, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir une discussion comme ça à bâton rompu tous les deux sur la santé-sécurité, de pouvoir partager ça avec tous les interlocuteurs ou les futurs interlocuteurs, de pouvoir balayer, on va dire, assez rapidement, mais quand même on a passé plus d'une heure et demie ensemble, les différents éléments de la santé-sécurité. Et je te remercie aussi pour le travail, puisque on travaille ensemble aussi sur la santé-sécurité et ton apport aussi sur la culture santé-sécurité, parce que
la culture santé-sécurité, c'est clé pour l'entreprise. On voit bien que cette discussion qu'on a eue, tout tourne autour de cette partie-là, parce qu'il y a des aspects psychologiques, comportementaux et des aspects système. Et on a ces 3 dimensions qu'on doit devoir gérer. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse discuter alors sur la partie comportementale et psychologique, sur lequel ton approche, on est parfaitement aligné, et que tu puisses aider les sociétés comme la nôtre, et comme peut-être d'autres sociétés aussi, à se développer dans la partie psychologique et comportementale autour de la culture de sécurité. C'est le point clé pour avoir une bonne performance santé-sécurité et pour s'assurer effectivement qu'on puisse continuer à travailler dans ce sens-là et apporter de la valeur ajoutée en fait au business. Eh ben, merci beaucoup Stéphane pour ton temps, pour toute la qualité de tes apports qui sont très riches, qui j'espère vont apporter beaucoup de valeur à nos auditeurs. Merci beaucoup, prends bien soin de toi, prends bien soin de ta famille et prends bien soin de tes collègues et à très bientôt. Merci David, à bientôt, au revoir.